Bonjour chers étudiants, bonjour à tout le monde. On se retrouve une fois de plus, toujours dans le module portant sur le droit maritime international. Nous avions déjà fait la partie 1. La partie 1 s'intéressait à des notions de base, des notions qu'il fallait impérativement maîtriser pour la bonne compréhension des conventions internationales applicables en droit maritime international, bien sûr. On a eu à évoquer Platon, la fameuse phrase de Platon qui disait qu'il y a 3 sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. On ne manquera pas aussi de parler un peu du doyen René Rodier. René Rodier, dont on dit que c'est le père du droit maritime international. Ah oui, ses travaux, on a tous appris de ses travaux, on s'est tous basés sur ses travaux pour une bonne maîtrise et une bonne compréhension du droit maritime international. Et à la fin du module, vous le verrez, je le mettrai dans mes sources. Il y aura, parmi les sources, il y aura le traité de droit maritime du doyen René Rodier, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord introduire la notion de droit maritime international. Nous allons le définir. Et ensuite, nous parlerons de 2 notions qui sont fondamentales en matière de droit, toutes branches comprises, à savoir les sources du droit maritime, les sources nationales, les sources internationales, mais aussi l'objet du droit maritime international, bien sûr. Alors, introduction. Alors, le droit maritime est une discipline juridique. Une discipline juridique dont les principaux signes de codification remontent au Moyen-Âge. D'accord? Nous verrons après les textes, ça veut dire qu'au tout début, quels ont été les textes qui ont réglementé le droit maritime de part et d'autre dans la planète, bien sûr. Alors, c'est une branche du droit qui étudie les différentes situations juridiques qui portent sur la mer. D'accord? Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, il y a 2 choses. Il y a le sens strict du droit maritime et il y a le sens beaucoup plus large du droit maritime. D'accord? Dans un sens restreint, on se tenterait de dire que le droit maritime relève du droit privé. Et donc, sur ce rapport, c'est un démembrement du droit commercial. Donc, dans cette partie privée, nous allons parler, nous allons interpréter et nous allons développer les rapports qu'il y a entre les commerçants, les rapports qu'il y a entre les partenaires du contrat de transport maritime. En l'occurrence, l'armateur et le chargeur. D'accord? L'armateur propriétaire du navire et le chargeur propriétaire de la marchandise, ils sont liés par un contrat de transport maritime matérialisé par un document qu'on appelle le connaissement. Maintenant, il y a des conventions internationales qui viennent réglementer ces activités de transport. D'accord? Alors, dans un sens beaucoup plus large, il y a aussi la partie droit public. Ah oui, parce que nous ne manquerons pas d'évoquer ce qu'on appelle le droit de la mer. Le droit de la mer qui est régi par la convention portant sur le droit, convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et qui vient compartimenter les espaces maritimes en 6 zones. D'accord? On a l'habitude de l'appeler UNCLOS en anglais ou CNUDM en français. Elle a été signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay en Jamaïque, et c'est cette convention qui regroupe les États, mais aussi qui parle exclusivement des espaces maritimes, bien sûr. Alors donc, le droit maritime n'est pas une branche qui se suffit à elle seule. Elle relève à la fois du droit public, mais aussi du droit privé, bien sûr. D'accord? Alors, le droit maritime, il est internationaliste, parce que le transport revêt toujours un caractère international. C'est ça qui nous intéresse d'ailleurs. C'est un secteur où il y a beaucoup de conventions, mais aussi ce qui pose un problème de source, bien sûr. Nous allons après parler
des sources, bien sûr, du droit maritime international. Alors, la définition. Le droit maritime est l'ensemble des règles juridiques relatives au transport par mer. L'ensemble des règles juridiques qui sont applicables aux activités déterminées par la mer. Ce sont des règles de droit privé commercial, un secteur où existe également beaucoup de conventions internationales, ce qui pose le problème de droit. Donc, on dira que le droit maritime est défini comme étant une branche du droit qui étudie les différentes situations juridiques qui portent sur la mer. Et dans ces situations juridiques, il y a les rapports entre commerçants, donc privés, mais aussi il y a les rapports entre les États, d'où la compartimentation des espaces maritimes. D'accord? Donc l'ensemble des règles juridiques relatives au transport par mer, mais aussi c'est une branche du droit qui réglemente les différentes situations juridiques portant sur la mer, bien sûr. Alors, les sources du droit maritime. Alors, on a deux sources. Nous avons les sources nationales et nous avons les sources internationales. Mais aussi, nous avons les sources intergouvernementales et les sources non gouvernementales. Alors, parmi les sources internationales, nous noterons que, en un moment de l'histoire, les pays se trouvant dans le même espace géographique avaient leurs propres conventions réglementant leurs activités maritimes. D'accord? Entre autres sources internationales, on peut évoquer le consulat de la mer, applicable dans toute la Méditerranée. On peut parler aussi des rôles de l'Oléron, applicable sur l'Atlantique. L'ordonnance de la marine du juge Colbert de 1681, dont les textes du droit maritime français trouvent leur source dans cette ordonnance de la marine du juge Colbert. Aux États-Unis, aussi, ils avaient leur propre texte qu'ils appelaient le Hatta Act, bien sûr. Alors, mais maintenant, pour ce qui est des Nations Unies, elles ont élaboré plusieurs textes. D'accord? Entre autres, on a l'OMI, qui est l'Organisation Maritime Internationale. Cette organisation-là a publié des textes comme la Convention SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. SAR, Safety and Rescue, sauvetage et sécurité et sauvetage. Le code ISM, le code ISPS pour le code de sûreté internationale portant sur les navires et les installations portuaires, dont on développera plus tard quand nous parlons de la sûreté maritime et de la piraterie maritime. Nous avons aussi, parlant toujours des Nations Unies, la CNUTC, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. D'accord? Nous n'oublierons pas la jurisprudence, mais aussi la doctrine, la jurisprudence qui est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. La doctrine qui sont des pensées de certains auteurs. Et là, nous n'oublions pas de parler du doyen Roger, on l'a évoqué tout à l'heure, le professeur Philippe Delbecq, le doyen Rippert, hein, etc., etc. La CNUTC, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui a été à l'origine de la Convention de Hambourg du 31 mars 1978, bien sûr. D'accord? Alors, toujours dans les sources internationales, à côté de l'ONU, maintenant nous avons les sources non gouvernementales. Et là, nous avons le CMI, Comité Maritime International, qui ont été à l'origine des règles d'York et d'Anvers de 1890 et de 1950, avec une dernière modification à Vancouver qui date du 1er juin 2004 et qui vient, bien sûr, régler ce qu'on appelle l'affaire des décision prise par le capitaine de sacrifier certaines marchandises pour en sauver d'autres s'il est menacé s'il y a un danger qui menace à la fois le navire et la cargaison, bien sûr. N'oublions pas aussi la Convention de Bruxelles de 1910 sur l'assistance et l'abordage maritime, bien sûr. Maintenant, concernant les sources nationales, alors vous savez qu'on est pays francophone, et la plupart des pays francophones, le texte dérive des textes français. En France, le droit maritime français, au départ, la plupart des textes trouvaient leur origine dans l'ordonnance de la marine, dans le code de commerce français qui date de 1807. Mais de nos jours, la plupart des textes du droit maritime français se trouvent dans les lois des années 1966 jusqu'à 1969. Il y a une importante loi du 18 juin 1966 portant sur l'affrètement et le transport maritime. N'oublions pas aussi la loi du 3 janvier 1967. Alors, au Sénégal,
au Sénégal, les transports maritimes sont réglementés par la loi numéro 22/2002 du 16 août 2002, portant code de la marine marchande. Alors, ce code réglemente le transport maritime sur l'axe Dakar-Ziguinchor et sur l'axe Dakar-Gorée, LMDZ et LMDG. Maintenant, lorsque la responsabilité du transporteur maritime est engagée au Sénégal, le code nous renvoie à la convention internationale que le Sénégal a signée et ratifiée, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, sur le plan interne, il y a des lois portant sur le maritime en général, mais aussi, il faudra, on n'oubliera pas aussi de parler du code de la pêche, etc., etc., bien sûr. Alors, l'objet du droit maritime. Alors, on revient sur les deux branches. On a une branche portant sur le droit privé et une branche portant sur le droit public. Pour ce qui concerne le droit privé, le droit maritime que nous allons développer est essentiellement privé. Nous insisterons sur la situation des entreprises, les compagnies d'armement, les armateurs, les contrats de transport, les affrètements, les contrats d'affrètement, les différents types d'affrètement, mais aussi les assurances. D'accord? Alors, on n'ignore pas aussi la partie droit international public qui nous renvoie au droit de la mer. Donc, là, on parle des espaces maritimes. Mais pour revenir sur la partie privée, l'objet du droit maritime, c'est de protéger la partie faible lors de la signature, la négociation, la signature et l'exécution du contrat de transport maritime. Et nous savons tous que le chargeur est la partie faible dans ce contrat. Et c'est la raison pour laquelle la loi a prévu ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve au profit de la partie faible. D'accord? Maintenant, pour la partie droit international public, l'objet du droit de la mer est de compartimenter et de réglementer et de préciser aux États où est-ce que leur territoire maritime démarre et où est-ce que leur territoire maritime doit s'arrêter, pour éviter les conflits liés aux espaces maritimes entre les États, bien sûr. Donc, pour résumer cette deuxième partie portant sur le droit maritime international, donc dans l'introduction, on a dit que le droit maritime est une discipline juridique, source du droit, d'accord? Ensuite, on a défini le droit maritime. On a dit que le droit maritime est une discipline juridique dont les premiers signes de codification remontent au Moyen-Âge. Le droit maritime, c'est l'ensemble des règles juridiques applicables dans les activités déterminées par la mer. Ensuite, nous avons parlé des sources. Il y a des sources nationales, mais aussi il y a des sources internationales. Parmi les sources internationales, il y a des sources, les conventions qui ont été signées par les Nations Unies, mais aussi il y a les conventions qui sont non gouvernementales. Entre autres, on a cité la CNUSED, on a cité la CNUTSI, on a cité le Comité maritime international, sans oublier des conventions, la convention SOLAS, sans oublier aussi le code ISPS, bien sûr. Alors, donc cette partie reprenait juste l'introduction, mais aussi la définition, ainsi que les sources nationales et les sources internationales. On a terminé cette partie par l'objet du droit maritime. Je reviens sur les deux parties. Le droit maritime que nous avons développé est essentiellement privé. Nous insisterons sur les contrats de transport, les contrats d'affrètement et notamment la responsabilité du transporteur maritime. À savoir, lorsque la responsabilité du transporteur maritime est engagée, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Nous savons tous que dans un contrat de transport maritime, il y a une partie puissante qui est l'armateur et il y a une partie faible qui est le chargeur. D'accord? Donc l'objet du droit maritime est de protéger la partie faible lors de la négociation, la signature, mais aussi de l'exécution du contrat de transport maritime, bien sûr. Maintenant, dans la branche droit international public, là-bas on parle du droit de la mer. Le droit de la mer, c'est la partie qui s'intéresse aux différents compartiments, aux différents espaces maritimes des États. D'accord? C'est cette partie qui viendra compartimenter les espaces maritimes en 6 zones que nous allons développer plus tard. Entre autres zones, nous retiendrons les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive et enfin la haute mer, bien sûr. Donc on se retrouve très bientôt pour la troisième partie. Maintenant là, on va entrer dans l'étude des conventions internationales. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.